Pour moi, je le dis à l'antenne, il faut être fou pour s'attaquer aux Russes. Il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses, on ira vers une victoire de l'Ukraine. Dire la France vérité, et dire pas la vérité. contredire. Dire que la France est extrêmement dépendante sur la scène internationale et financière à cause de son endettement. Mais elle n'a peut-être pas, en tout cas au sommet, le courage et la volonté. Elle n'a absolument Vertu pas au principale. sommet ni le courage et la volonté. Et il serait grand temps que le gouvernement se secoue et arrête de mentir. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges. Et une absence considérable de volonté à affronter les vrais problèmes. Vous savez que le général de Gaulle disait que la politique est une affaire de réalité et que malgré la communication bon ton, la communication uniformément acceptée, la fabrication de consensus, eh bien on arrive aux réalités. Si j'ai souhaité m'exprimer le 14 juin à l'occasion de l'invitation par la Russie à venir pour célébrer la fête nationale, de Russie, voilà, ça, oui. j'ai fait un discours spontané. Donc c'était de ma propre initiative parce que j'ai considéré qu'il était de mon devoir de rétablir certaines vérités face à la crise actuelle, à toutes ses conséquences et tous les mensonges et contre-vérités qui ont été faites, notamment concernant la crise en Ukraine, qui est en fait une guerre et qui est fondamentalement une guerre économique. Tout d'abord, souligner que je suis dans la continuité de la pensée du général de Gaulle, qui avait une connaissance intime et profonde de la Russie et de ses dirigeants, équivalente à aucun autre chef d'État, ni même de son vivant, ni même aujourd'hui, et qui considérait que la Russie et la France étaient liées par une longue histoire et par une communauté d'intérêts et de destin. Et surtout, Il l'a toujours considéré. il l'a toujours considéré, même au moment les plus difficiles de la guerre froide. Et surtout qu'elle était indispensable à la continuité d'un équilibre et à la prospérité et à la paix dans le monde. Je pense qu'il faut voir la Russie comme un État très fort, un État considérable, à la fois par la géographie, par sa richesse, par ses matières premières et la position géographique et géopolitique qu'elle occupe. La Russie est totalement incontournable. Et il faut replacer les choses dans son contexte. À qui profite cette guerre? Juste un mot, Pierre de Gaulle. On ne peut pas nier que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, en l'occurrence le 24 février dernier, 2022, non? Oui, c'est la vérité. Mais qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait si, depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, on vous avait fait des promesses qui ont constamment été réfutées, qu'on vous avait fait miroiter le fait que jamais l'OTAN ne s'étendrait à l'Est, que on a supprimé les uns après les autres les accords de désarmement, je parle des Américains, et qu'on a cherché à isoler la Russie en reniant la parole donnée qu'on lui avait faite de garder, si vous voulez, une certaine distance, C'est vrai, bien on peut militairement. rappeler les accords de Minsk que Angela Merkel Voilà. vient de dire Alors, qu'elle ne les a signés. Alors que pour justement, ça, oui. les accords de Minsk ont été établis pour protéger les populations russophones du Donbass, lesquels, dès 1994, ont fait l'objet d'exactions, de brimades de la part de certains mouvements ultranationalistes ukrainiens. Il y avait véritablement des persécutions et on a signé les accords de Minsk qui étaient entre Ukrainiens, mais garantis par les Français, par les Allemands aussi, avec observance de l'OSCE et des pays limitrophes qui étaient chargés de protéger les populations et d'assurer une stabilité dans la région. Il y a eu ce coup d'État à Maïdansk en 2014, où on a institué un gouvernement donc, que je considère comme soumis à l'OTAN, qui n'a cessé, le gouvernement Poroshenko, oui. Qui n'a cessé depuis lors de vouloir annihiler la culture russe, persécuter les populations et qui a causé quand même entre 16 et 18 000 morts par suite de bombardements et d'exactions. Dans le Donbass. Dans le Donbass. Angela Merkel récemment, alors je ne sais pas comment on peut caractériser cette déclaration, mais dans l'article de Die Zeit du 7 décembre de l'année dernière, a dit que ces accords, elle n'avait jamais l'intention de les faire respecter et que c'était un leurre pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Ce qu'a confirmé, François Hollande. Ce qu'a confirmé François Hollande, qui est d'ailleurs étrangement resté silencieux sur la question, comme il est resté étrangement lointain et silencieux par rapport au rôle qu'il aurait dû jouer, comme la France est restée extrêmement lointaine et silencieuse par rapport au rôle qu'elle aurait dû jouer en tant que grande puissance internationale, en s'affirmant comme un partenaire crédible de la Russie, ce qu'elle n'est absolument plus aujourd'hui. Et donc, on se retrouve face à une situation de guerre, parce que si l'accord de Minsk avait été appliqué, on n'en serait pas là. Donc il faut bien rappeler la causalité. On a menti aux Russes de façon effrontée et la menace était grande pour Poutine de se faire encercler.
Alors vous me direz, oui, mais bon, finalement, ça aboutit à l'effet inverse, puisque l'OTAN s'est élargie. Mais l'effet inverse, c'est justement que l'OTAN a été créé pour éviter exactement la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. L'OTAN a été créé pour éviter un conflit nucléaire majeur, et donc il puisse y avoir des accords entre pays limitrophes pour que si jamais le conflit ne s'étende pas et ne débouche pas sur une guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un espace de manœuvre pour un conflit conventionnel avant le déclenchement ultime d'une guerre nucléaire. Oui, Donc la Russie se trouve maintenant avec la possibilité d'avoir une arme nucléaire à 5 minutes de Moscou. Il n'y a absolument aucune marge de manœuvre. Ensuite, les États-Unis, à qui profite la guerre, et l'OTAN ont délibérément laissé l'Ukraine s'armer, et de façon outrancière. Arestovitch, futur conseiller de Zelensky en 2019, appelait ouvertement à la guerre. On demandait qu'est-ce qui est meilleur pour son pays, la paix ou la guerre avec la Russie. La guerre. Il a clairement dit la guerre. Dès 2020, Zelensky appelait à l'arme nucléaire sur son pays. Sachant qu'en plus, il y a des volontés manifestes maintenant de la part de l'OTAN alors vous me direz c'est pas nouveau, mais de renier les accords internationaux, de renier la parole perdue, notamment en Serbie. Est-ce que vous êtes de ceux, Pierre de Gaulle, qui pensaient que à partir du moment où le pacte de Varsovie a disparu, et il a disparu en 91, bien sûr, vu ce qui s'est passé, est-ce que l'OTAN n'avait plus du tout sa place? Est-ce que l'OTAN aurait dû, pour vous, disparaître en même temps que le pacte de Varsovie? Je pense que non, mais l'OTAN aurait dû s'aménager, évoluer par rapport à ce nouvel équilibre, en respectant l'identité des nations et l'intérêt des grandes puissances, dont la Russie. On ne peut pas se passer des Russes. Si vous regardez la position de la Russie sur la carte, on ne peut pas se passer des Russes. C'est un territoire qui est puissant, qui est entièrement autonome et qui est un arbitre entre l'Asie et l'Europe. On parlera tout à l'heure de l'émergence de l'Eurasie. On se fait complètement éjecter de cette opportunité, de ce poids politique, de ce considérable ensemble géographique. Il ne faut quand même pas oublier que par rapport à la politique américaine, les États-Unis ont perdu leur leadership économique à partir du moment où ils ont supprimé les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire d'asseoir le dollar contre de l'or. Et donc ça a été la porte ouverte à l'endettement. Et ils ont perdu, alors ça c'est lié à la cause du Vietnam, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam montre aussi que les Américains ont perdu leur leadership militaire. Et donc il s'agit pour eux d'essayer de reconquérir le terrain perdu. Donc face au bloc Asie qui n'auront jamais, puisque le vrai adversaire économique des États-Unis, c'est la Chine. C'est un autre morceau. Alors pardonnez-moi André si je termine mon raisonnement. Je vous en prie. Vous faites un bloc allié entre l'Europe, c'est-à-dire 450 millions de personnes, avec une devise internationale de référence qui s'appelle l'euro, une véritable richesse industrielle, un véritable savoir-faire, un véritable réservoir de connaissances, une cohésion politique. Vous direz, au fond de la Commission européenne, il n'y en a pas vraiment, puisque les affaires récentes, y compris le Covid, ont montré justement qu'il n'y avait aucune cohérence politique. Vous alliez ça avec la Russie, mais vous avez un bloc indestructible qui n'a surtout pas besoin des Américains. Oui, sauf qu'on n'en est pas du tout là, on est même aux antipodes. On va en parler tout de suite, Pierre de Gaulle, après cette petite pause. Votre grand-père, général de Gaulle, quand il parlait de l'Atlantique à l'Oural, il disait effectivement, nous devons parler d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous en sommes loin aujourd'hui, nous en sommes presque aux antipodes par rapport à, vous dites, ce bloc Eurasie. Mais effectivement, l'impression qu'on a, c'est que c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les marionnettes et qui sont les marionnettistes, ou du moins on le sait en partie, mais on a l'impression que cette guerre n'en finit pas, et n'en finit pas en tout cas de sitôt. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors je pense que c'est une grave erreur que de voir les Russes avec des yeux d'occidentaux. C'est ne pas comprendre l'âme russe. Les Russes, c'est un peuple déjà de philosophes, c'est un peuple de musiciens, c'est un peuple de scientifiques, c'est un peuple de conquérants. Et on veut les reléguer au plan de seconde puissance, plus ou moins en voie de développement. Oui, il fait le rustre et le plouc. Le rustre et le plouc, c'est l'image du bolchevique qui a le couteau entre les dents. Ça qui date de 1917, depuis que les bolcheviks à l'époque avaient répudié les emprunts russes. En fait, et ce sont des conquérants. Ce sont des conquérants et ce sont des gens qui sont rudes et qui sont habitués à vivre en autarcie. Alors l'œil occidental voit la guerre comme évidemment c'est une chose épouvantable, on ne va pas revenir sur cette affreuse réalité, mais on a une perspective de court terme qui est un petit peu le travers de l'Occident, c'est que tout de suite il faut passer à autre chose, on est habitué à une satisfaction du court terme, on est... un zapping. Un zapping, exactement, parce qu'on a tout de suite d'autres sources d'informations, d'autres sources de plaisir, d'autres réalités, et donc la guerre est une affaire de long terme. Pour moi... Je le dis à l'antenne, il faut être fou pour s'attaquer aux Russes. Il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses, on ira vers une victoire de l'Ukraine.
Ah oui, ce qu'on entend du matin au soir. Ce qu'on entend du matin au soir. La Russie se décompose, Poutine est fou, Poutine est les gravement Ukrainiens ont malade. gagné, oui. Mon Dieu, ça y est, son armée se décompose. Il faut savoir que la Russie est quand même la seule armée à pouvoir mettre en place des missiles hypersoniques à bord d'avions, à bord de bâtiments de guerre. Il y a également récemment, c'était un demi-aveu de la part des Ukrainiens, puisque le chef des renseignements ukrainiens, tout comme le chef d'état-major des armées américains, ont laissé entendre, à ma foi, que l'issue d'une victoire ukrainienne était très très loin d'être évidente. Et récemment, aveu s'il en faut encore un, Zelensky, le 28 décembre, a décidé de donner un mandat au fonds américain BlackRock pour reconstruire son pays. Alors ça veut dire qu'il est déjà passé. Il n'est plus dans la guerre. Il n'est plus dans la guerre. Il est déjà dans la paix. La paix qui de toute façon s'imposera nécessairement. C'est la paix aussi que veulent tous les peuples. Mais il est déjà à la reconstruction de son pays. Donc on est encore une fois de plus dans les questions d'argent. Et il donne mandat ouvert au premier fonds d'investissement américain pour reconstruire son pays. Qui vaut des trillions de dollars, rappelons-le, BlackRock. On est à peu près entre 8 et 10 000 milliards de dollars, effectivement, sur l'état des marchés, par rapport à un PIB français qui est, je crois, de 2600 ou 2500 milliards. Vous me corrigerez si je me trompe de quelques centaines de millions. C'est donc un poids financier absolument considérable. Et les entreprises européennes et la France courra derrière si on veut bien leur laisser quelques miettes. Alors, il est vrai qu'il y a des liens entre le président Macron et le fonds d'investissement BlackRock, comme avec certains consultants américains. Je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place. Pour ne pas nommer. Voilà, je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place. Ouais. Mais si vous voulez, l'Ukraine, c'est un pays qui est quand même qui a été remis en cause plein de fois lorsqu'on a mis en place le drapeau de l'adhésion à l'Europe comme de l'adhésion à l'OTAN. Mais la plupart des pays européens étaient extrêmement réservés sur les capacités de l'Ukraine à tenir ses engagements, à être un partenaire sérieux, crédible, en ce qui concerne une contrepartie européenne. Je précise aussi à l'antenne, c'est les auditeurs ne le savent peut-être pas, c'est que l'Ukraine a vendu ses terres agricoles à des fonds anglo-saxons. Un tiers des terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des fonds anglo-saxons. C'est quand même... Un tiers des terres agricoles, un tiers du total de l'Ukraine. Oui, un tiers des terres agricoles de l'Ukraine. On est dans la surface agricole de l'Italie, à peu près. Donc on est dans un pays qui est quand même largement revendu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. Et on est dans une situation où l'Ukraine devient le terrain d'essai de toutes les armes du monde. Zelensky a menti délibérément au peuple ukrainien, en faisant croire que ça serait une guerre facile. Les Américains ont largement menti à Zelensky en lui faisant croire que, avec l'apport de l'aide financière, des armes, des systèmes d'armes, de l'électronique, des satellites, ça serait réglé en quelques semaines et qu'ils ne pourraient pas perdre. Qu'est-ce qui en paye le prix ? Ce sont des centaines, des milliers de personnes, voire des millions de personnes d'hommes, de femmes, d'enfants, qui sont exilés, qui subissent des bombardements et qui en sont malheureusement les grands perdants. Alors on m'a posé la question, mais ma foi, les Russes aussi sont les grands perdants de cette guerre. On a dit, ça y est, la Russie va s'effondrer. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Notre ministre. Et puis petit à petit, on se rend compte que finalement, la récession n'est plus que de 15%, puis de 10%, puis maintenant de 3%, que l'inflation a été réduite également de 3%. Quand vous voyez le cours du rouble contre dollar et contre euro, on est au même niveau qu'il y a 5 ans. Et en plus, la Russie, qui est loin d'être un pays passif, fait de gens arriérés, etc., a complètement réorienté son économie. C'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement se sont déplacées en fonction de contreparties qui sont situées à l'Est, dont l'Arabie Saoudite qui a apporté 3 fois plus de pétrole russe, alors qu'ils sont les premiers producteurs de pétrole russe, l'Inde évidemment, la Chine évidemment, les Émirats, qui achètent un peu plus de pièces d'Airbus et qui les revendent aux Russes. N'imaginez pas que les Russes non plus soient prisonniers des programmes Airbus ou Boeing, puisqu'ils sont capables de produire leurs propres avions. Et ça, ce sont des conséquences. Alors, on nous a raconté beaucoup de mensonges, évidemment, avec une position de la France qui est extrêmement ambiguë. On veut la destruction de la Russie, et puis après, il faut leur apporter les garanties, en faisant croire, même dans cette fameuse rencontre entre Macron et le président Poutine, où on l'a mis à 4 mètres de son interlocuteur, parce que, soi-disant, Poutine avait peur du Covid. Enfin, c'est à peu près n'importe quoi. La longue table, là. La longue table, mais simplement... La longue cuillère. Il faut redonner, pour assurer un équilibre, une paix, des garanties, et il faut qu'il y ait des interlocuteurs crédibles qui respectent leurs paroles données. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Pierre de Gaulle, nous continuons à parler effectivement de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, mais 2 questions d'abord. Vous dites oui, mais on ne peut pas vaincre la Russie, vous savez, la Russie est trop forte. Je vous posais une question quand même, est-ce qu'on ne disait pas ça en 40, 41 ou 42 de l'Allemagne ? On ne peut pas vaincre l'Allemagne, elle est forte. Est-ce que c'est
Est-ce que ce comparaison n'est évidemment pas raison, mais est-ce que c'est une position en disant bon, est-ce que c'est ça? Parce que le discours que vous avez aussi bien aux États-Unis qu'en France et en Europe, oui, mais si on arme suffisamment l'Ukraine, si on leur donne et il y a des instructions, on leur donne les moyens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas arrêter la Russie dans cette entreprise agressive. Je pense que il faut bien avoir conscience des notions de nombre, de temps et d'espace. L'espace de manœuvre, le nombre, le temps et les ressources militaires, sinon financières de la Russie sont absolument considérables. Ils n'ont pas engagé le 10e de ce qu'ils Ils n'ont pas engagé quoi. le 10e. Alors Ursula von der Leyen, qui n'est pas un mensonge près ou une contradiction près, mais cette fois-ci, je pense qu'elle a dit quelque chose qui s'approche de la vérité. Je ne veux pas faire des comptabilités dramatiques qui sont épouvantables et faire des spéculations sur les chiffres, mais elle a parlé quand même de pertes extrêmement importantes en Ukraine, avec un nombre de blessés, vous le savez, qui est 3 fois supérieur au nombre de morts. On parle de 400 000 personnes déjà qui payent le prix de cet affrontement, encore une fois voulu par les Américains. Je pense que la réalité est bien supérieure. On parlait de l'armée allemande, mais qu'est-ce qui s'est passé à Stalingrad? Staline, les armées de Staline ont brisé l'armée allemande. Ses commandants ont brisé les chines de l'armée allemande au prix de pertes effroyables. Puisque la bataille de Stalingrad, c'est environ 2 millions de morts. 450 000 environ soldats allemands engagés, dont à peine quelques dizaines de milliers sont revenus entiers en Allemagne, et au prix de pertes effroyables. C'est le rouleau compresseur russe qui a fait son office, qui a écrasé l'armée allemande. C'est certainement, ça a été décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, à votre avis, ce rouleau compresseur existe encore et toujours encore. Bien évidemment, oui. Il existe à la fois dans les effectifs, dans la supériorité technologique, dans la volonté et les moyens qui seront mis en œuvre. Alors, je ne pense pas, je suis même quasiment certain, d'ailleurs ils l'ont répété plusieurs fois, que les Russes ont l'intention d'envahir l'Ukraine. C'est pas du tout leur objectif de s'imposer par rapport à une population qui serait hostile à la Russie. C'était le Donbass, la Crimée. C'est ça, exactement. Le Donbass et la Crimée. Mais ce pays est devenu malheureusement une plaque tournante de trafic. Ça a toujours été un peu. C'est vraiment une plaque tournante de trafic quand on dit laboratoire. Alors on a parlé de 32 ou 33 laboratoires de recherche biologique et pas tous à des fins civiles mais militaires. On a parlé des terres agricoles. Il y a quand même près de 100 milliards de dollars qui ont été versés à l'Ukraine. Zelensky a licencié tous ses contrôleurs de budget. On dit que moins de la moitié de l'aide qui a été versée arrive véritablement aux Ukrainiens. Et comme je l'ai cité plusieurs fois... Est-ce que c'est, à votre avis, c'est plausible ou c'est les ennemis de l'Ukraine qui disent voilà, c'est le trafic, on dit même que des armes sont revendues au marché noir? Alors je l'ai cité, il y a un catalogue de 1000 pages qui a été publié par le gouvernement ukrainien, catalogue d'armes destiné à la revente sur les marchés internationaux. Donc tout ça va alimenter les guerres, les trafics, les crises et le terrorisme. Je le citais ce matin, je pense que la position d'Israël est extrêmement intelligente. État en guerre qui connaît bien la stratégie, qui évidemment ne fait pas n'importe quoi. Ils ont toujours refusé une aide militaire à l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas envie que les armes qu'ils vendraient se retourneraient contre eux. D'ailleurs, ce que l'on cède à l'Ukraine, ce ne sont pas des armes dans leur état ultime de développement. Oui, ce ne sont pas les armes avec les systèmes d'armes, les capacités, l'évolution les plus avancées. Ce sont des armes à l'obsolescence programmée. Ce sont des armes en obsolescence programmée. D'autre part, pour faire une guerre, et c'est un point extrêmement important, il faut les ressources financières pour y arriver. Je ne pense pas que les États-Unis, malgré le bénéfice qu'ils tirent de cette guerre, en vendant le gaz naturel liquéfié 4 à 7 fois plus cher que dans leur propre pays, et les moyens de continuer cette guerre par procuration, avec une dette de près de 32 000 milliards de dollars, qu'ils ont de plus en plus de mal à refinancer. Un pays qui est dans un état économique mauvais, avec l'Obamacare qui a été supprimé, donc pas de protection sociale pour ses habitants, avec des infrastructures qui sont dans un état lamentable, à la fois en termes de transport et de réseau électrique, qui a raccroché récemment un plan pour lutter contre le gaz carbone dans ce propre pays. Mais contrairement à ce qu'on fait nous en Europe, c'est-à-dire qu'il y a une directive européenne qui s'impose aux États membres et qui oblige à avoir 37% d'énergie renouvelable en 2030, eh bien eux, ce sont des incitations fiscales, ce sont des possibilités économiques qui sont données à leurs entreprises pour arriver à cet objectif. Mais alors justement, vous parlez des États-Unis et puisque c'est vrai que ce sont eux
qui ont l'initiative, enfin, qui ont une initiative. Mais vous savez très bien, Pierre de Gaulle, qu'il y avait ce plan Brzezinski qui consistait à démembrer la Russie. Est-ce qu'ils sont encore, c'était au temps du RSS déjà, la Sibérie étant ce qu'elle est avec ses trésors du sous-sol et ailleurs. Est-ce que vous pensez que derrière cela, il y a une partie du pouvoir américain, il y a une partie qui pense encore au démembrement de la Russie et ils disent voilà, faudrait y arriver d'une manière ou d'une autre? Bien entendu. Ouais. Le RAND Corporation est un think tank qui a été créé en 1948 comme organe de réflexion, d'idées pour proposer des solutions au département de défense américain. Et dès cette période, le but a été très clairement de démembrer la Russie et de faire en sorte surtout que la Russie puisse s'émanciper et de devenir autonome selon un modèle qui serait différent des Américains. Encore une fois, allié à l'Europe, la Russie serait une puissance considérable et surtout l'ensemble de ce continent de l'Atlantique à l'Oural serait totalement autonome et n'aurait absolument pas besoin... Vous l'appelez de vos voeux, personnellement? Moi, je le souhaite, qu'il y ait des alliances qui soient raisonnées, construites, avec le respect, évidemment, de l'identité et des politiques entre États, mais qui puissent se construire une coopération. D'abord, une reprise du dialogue, et puis une entente et une coopération avec la Russie. Je vais vous citer un exemple. La Station spatiale européenne. Oui. La Russie représente à peu près 25% de la masse par son module autonome russe. Il y a un module russe et un module américain de la Station spatiale américaine. On a appelé au secours les Russes pour aller chercher les 3 spationautes bloqués dans un des modules parce qu'il y avait une fuite de carburant suite à une micrométéorite qui avait percé la coque. Eh bien, on est heureusement dans un système où on voit un peu plus loin que les basses considérations d'équilibre de la planète, où il y a une coopération entre États. C'est une démonstration éclatante qu'on ne peut pas se passer des Russes, ni de leur technologie, et que les pays peuvent s'entendre. Moi, j'appelle fondamentalement à la paix, j'appelle fondamentalement à ce qui permet de faire la paix, c'est-à-dire un dialogue, c'est-à-dire des relations culturelles, et c'est-à-dire aussi des relations économiques. Donc vous avez été assez choqué par le fait de voir en Europe des artistes russes, des musiciens, des chanteurs, voire Dostoïevski déclaré persona non grata à Milan dans une université. Enfin, tout ça, je suppose, vous a... Ce qui m'a choqué, c'est que l'on condamne le russe, simplement parce qu'il est russe. On condamne la nation russe, qu'on condamne l'ensemble du peuple russe pour des considérations politiques, qu'on prive le russe de son droit de propriété alors qu'il est simplement russe. Ça me rappelle quand même l'époque de Vichy, où on spoliait la propriété d'une population qui était absolument pas responsable et qu'on spolie la propriété des Juifs. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et qu'on discrimine des artistes, qu'on discrimine des sportifs sur le simple fait qu'ils sont russes, oui, ça m'a choqué. Je ne vois pas pourquoi. C'est contraire au droit international, c'est contraire au respect de l'intégrité des nations. Mais ça va aussi dans la volonté américaine d'imposer son modèle. Bon nombre de pays le refusent. On dit la Russie est isolée, mais 2/3 de la population mondiale soutient la Russie. En tout cas, se sont abstenus dans le vote de l'ONU. On l'a vu, ça. Se sont abstenus, mais ont clairement indiqué qu'ils poursuivraient une coopération économique et militaire dont la Chine. L'Inde, c'est la même chose, même si elle est plus discrète. L'Arabie Saoudite est en train de s'émanciper de la tutelle américaine. Donc il y a un basculement du monde de ce point de vue-là. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ça. On assiste à un basculement du monde, un déplacement des centres d'intérêt économique, des centres d'intérêt politique et des d'influence à l'Est, dont la Russie sera l'arbitre. On parle de l'Eurasie, carrément, oui. Bien entendu. Regardez la position géographique. Regardez la position qu'elle a sur les matières premières. On parle pas seulement de l'agroalimentaire, on parle des matières premières industrielles. Le nickel et tout le reste. Oui, mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans les sanctions, énormément d'hypocrisie. À ce moment-là, arrêtons d'acheter de l'uranium russe. La Russie fournit 17% de l'uranium aux centrales nucléaires américaines. Arrêtons de demander aux Russes de fournir des aimants pour les centrales nucléaires de nouvelle génération. Arrêtons la station spatiale européenne. Arrêtons d'acheter du pétrole russe à travers les terminaux, ce qui se fait le pipeline, et bien entendu. Parce qu'il suffit que le pétrole russe soit mélangé et raffiné dans un autre endroit et soit mélangé avec un autre pétrole à 15-20%, automatiquement, ça devient un pétrole qui a une autre domination et qu'on peut librement acheter ou vendre sur les marchés. Et le couronnement du couronnement, c'est le gaz de schiste, absolument interdit, non seulement d'exploitation, mais même de repérage en France, et on l'achète très fort aux États-Unis. Alors on l'achète dans le silence assourdissant des écologistes. Dans le silence assourdissant des écologistes, il y a une réalité effectivement sur le CO2, sur les ressources de la planète. Oui, mais il faut quand même être concret, il faut quand même être pratique. Les Américains effectivement vendent leur gaz naturel liquéfié et leur gaz de schiste 4 à 7 fois plus cher
qui le vendent à leurs propres habitants dans leur propre pays. Où on dit, ah ça y est, alors nous, en France, on agite le drapeau, la transition écologique, en disant c'est génial, on a la solution. Très bien, mais les programmes, les problèmes qui sont liés au parc nucléaire français, mon grand-père s'est attaché à bâtir, à mettre toute son énergie pour faire une France forte, qui est une voix puissante sur la scène internationale. Mesmer et compagnie, oui. Exactement. Et assurer l'indépendance de la France d'un point de vue, je dirais, stratégique que civil avec le nucléaire. Ils ont détruit l'œuvre de mon grand-père. Où est la France que mon grand-père a essayé de bâtir? Où est cette France forte, indépendante, stratégiquement, civilement, avec ses grands programmes? Où est la France crédible avec sa voix qui portait sur la scène internationale? Où est la France en tant que véritable contrepartie qui peut offrir des garanties dans le cadre de conflits comme celui qui nous occupe? Où est cette France? On va en parler tout de suite après cette dernière petite pause. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, conseiller en stratégie et finance d'entreprise. Pierre de Gaulle, on parlait justement, on a fini la conversation précédente par où est cette France? Alors justement, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui? Comment vous sentez cette situation entre ce que nous vivons en ce moment, la réforme de retraite et les réactions avec les grèves qui s'annoncent, la crise d'électricité, l'inflation? On a l'impression que beaucoup de gens, en tout cas, ont cette impression, tout se passe comme si beaucoup de gens ne savaient plus où ils habitent, ne voyaient plus le cap, ne voyaient plus de quoi il s'agissait, où est la ligne directrice, où sont les dirigeants? C'est la question que je me pose. Heureusement, on arrive maintenant à une prise de conscience des réalités. Le général de Gaulle disait que la politique, c'est une affaire de réalité. Le Covid a révélé beaucoup de choses. Dans quel sens? Sur l'incapacité du gouvernement Macron, des gouvernements Macron à gérer la crise, les masques qu'on avait revendus qu'il fallait racheter en catastrophe. Je ne vois pas de vaccin efficace, encore moins de vaccin français, alors que le président a dit que le vaccin est efficace à 95%. Je n'arrive pas à comprendre comment, au bout de 15 doses, on puisse attraper de nouveau le Covid. Alors c'est vrai que ça protège sans doute des cas graves et que ça permet effectivement de limiter la mortalité. Encore mais on a l'impression, au fil des confinements successifs, des vagues, que l'on gère en situation d'urgence, qu'il n'y a aucune anticipation, aucune véritable stratégie. Et maintenant, la guerre en Ukraine arrive à point nommé pour dire, ma foi, on vous a plongé dans une situation financière catastrophique. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour maintenir la compétitivité des entreprises, pour soutenir les industries en France. La réforme des retraites, on est dans un déséquilibre que paieront les générations futures. Et on gère en urgence. On gère en urgence avec une communication qui varie aussi un peu en fonction des événements. Et je pense que les Français ont plus que jamais besoin d'honnêteté dans le débat, de vision claire, de plans stratégiques pour leur assurer un avenir, une continuité et de faire en sorte que la France retrouve sa position dominante à l'international, sur les marchés et également qu'on donne aux Français des garanties, un minimum et une sécurité dans la vie de tous les jours. Et ça vous paraît possible de retrouver une position dominante? Avec une véritable volonté politique, oui. Avec une véritable stratégie, oui. Avec un véritable retour de la France au plan international dans sa diplomatie, oui. C'est une question de volonté. On demandait à mon grand-père, on m'a demandé, lors d'une intervention précédente, qu'est-ce qui donnait à mon grand-père cette liberté? Et ben, cette liberté, c'était d'abord la légitimité. Je pense que mon grand-père, vous le savez, ne serait jamais maintenu avec une majorité très relative. Il n'aurait pas fait de cohabitation. Aux élections législatives de l'année dernière. Ouais. Donc il avait, c'est vrai, une légitimité naturelle, mais aussi la question de la légitimité du peuple, pour lui, était totalement indiscutable. Et ensuite, ce qui lui donnait cette liberté, c'était la conviction, une vision claire et une stratégie. Quelle est la réalité d'aujourd'hui? C'est que malgré l'argent qu'on dépense à tout va, il faut savoir que la dette française a augmenté de presque 50%. Sur la période 3 000 milliards, on n'est pas loin de 3 000 milliards. On n'est pas loin de 3 000 milliards, mais on oublie la dette hors bilan. On oublie la dette où l'État garantit les retraites des fonctionnaires, où l'État garantit le démantèlement, le soi-disant démantèlement et le renouvellement du parc nucléaire français. Tous ces engagements de l'État se montent à 5 000 milliards. Donc on a une dette cumulée de 8 000 milliards. C'est-à-dire plus de 3 fois la richesse du produit intérieur brut français que les générations auront à payer. Parce qu'on était incapable notamment de gérer le renouvellement du parc nucléaire français, on se retrouve dans une situation de dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.
La France était assurée, et mon grand-père l'avait bâti, d'avoir une indépendance au plan énergétique grâce à 70% de la production du nucléaire. Alors, on n'a strictement rien fait, sauf à allonger la durée de vie des centrales de 40 à 50 ans, ce qui n'est pas tenable. Il y a des problèmes de corrosion qui sont absolument manifestes. Il faut 15 ans pour construire des réacteurs nucléaires français. Et on va se retrouver, même en ayant décidé la construction de 14 nouveaux réacteurs supplémentaires, à une production nucléaire qui va passer de 70 à 40. On va la remplacer. Par quoi va-t-on la remplacer? On va la remplacer par l'éolien, on va la remplacer par du gaz, par des cycles, des centrales à gaz à cycle combiné qui vont être alimentées par quel gaz? Certainement pas le gaz américain. L'Algérie a des capacités d'exportation qui sont limitées. On va remplacer par des énergies de complément qui sont extrêmement chères et qui ne sont que des énergies de complément. Tout ça affecte dramatiquement l'industrie, tout ça affecte les petites et moyennes entreprises, tout cela affecte les très petites et moyennes entreprises. Alors on dit, ah mais oui, mais ça y est, on va vous aider, on redistribue encore de l'argent pour faire en sorte qu'on ne puisse pas acheter au-delà de 280 euros du mégawattheure. C'est quand même 280 euros du mégawattheure, c'est pratiquement 6 fois le prix qu'on payait en 2021. Tous ces programmes étaient connus. Tous ces problèmes étaient connus et anticipés. Donc c'est dramatique dans le quotidien des Français, c'est dramatique pour les boulangers. Certains boulangers, malgré cette protection tarifaire prise en urgence et sans anticipation, vont se retrouver obligés de mettre les clés sous la porte. On ne va pas faire passer le prix de la baguette de pain de 85, 90 centimes ou 1 euro à 3 ou 4 euros. Mais on va encore arroser, Pierre de Gaulle. On va encore arroser, sachant que la France est la championne du monde des dépenses publiques, la championne du monde des prélèvements obligatoires et la championne du monde des dépenses sociales. Pour quelle efficacité ? Où est la France de mon grand-père qui a laissé une France, vous me direz, les conditions économiques étaient différentes, mais forte, sans endettement. La conséquence, c'est William Sorin, Garbit, c'est Duralex, c'est Arcelor, pour ne citer que, qui ont décidé leur mise en chômage technique pour 80% de leurs usines et donc 80% des salariés. Alors, comment fait-on ? Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui, devant cette situation, personne ne vous la contestera, est-ce qu'il faut encore, pour parler comme votre grand-père, pour un sursaut éventuel, est-ce qu'il faut, ça dépend d'un homme, d'une volonté, enfin quand je dis d'un homme ou d'une femme ou d'une personne, c'est le facteur humain qui va jouer ou quoi, à votre avis ? Je pense que c'est la conviction, c'est la volonté, qu'il faut absolument arrêter de faire cette politique de communicants, absolument arrêter, comme l'a fait le président Macron, de vouloir contenter tout le monde, de dire d'un côté, ma foi, on veut la victoire de l'État ukrainien et il faut absolument offrir des garanties aux Russes. C'est arrêter de dire qu'on nie la réalité de l'État algérien avant la décolonisation et qu'ensuite la décolonisation est un crime contre l'humanité. Je pense qu'il faut donner aux Français, alors il s'agit d'exemples sur la scène internationale, on a parlé aussi du Covid, il faut leur donner un langage de vérité, un langage clair, des véritables programmes de relance et de leur mettre sur la table quels sont les enjeux et les solutions qu'on trouve. Dire la vérité. Dire que la France est extrêmement dépendante sur la scène internationale et financière à cause de son endettement. Les Américains exportent leur endettement depuis 1973, depuis l'abandon de l'État l'envers pour leur monnaie. Et il y a bon nombre de pays dans le monde qui refusent ce modèle parce qu'ils se retrouvent prisonniers. Pour tenir un pays, vous l'endettez. Au-delà de ses capacités. Sortir de ce modèle. Il faut totalement sortir de ce modèle. Et je pense que la France a ses capacités, a les capacités pour le faire, parce que la France a un formidable réservoir de talent. Elle a les meilleures écoles d'ingénieurs au monde. Elle bénéficie d'une créativité absolument fantastique. Elle a des industries. Elle a des gens de qualité. Elle a l'esprit français, elle a le bon sens. Mais elle n'a peut-être pas, en tout cas au sommet, le courage et la volonté. Elle n'a absolument pas au sommet ni le courage et la volonté. Et il serait grand temps que le gouvernement se secoue et arrête de mentir. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges. Et une absence considérable de volonté à affronter les vrais problèmes. Merci Pierre de Gaulle. Merci André. Pierre de Gaulle, vous venez d'entendre Pierre de Gaulle s'exprimer avec force sur des sujets qui touchent profondément à l'avenir de la France, à son indépendance et à son rôle sur la scène internationale. Ces propos interpellent et posent des questions cruciales. Où en est la France aujourd'hui, et quel cap devons-nous suivre pour retrouver une position forte et respectée? Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez-vous son analyse? Croyez-vous que la France est sur la bonne voie, ou faut-il un véritable changement de cap? J'attends vos avis dans les commentaires, vos idées enrichiront le débat. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses, et à partager autour de vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt.